à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire consacré à la réforme des congés payés acquis pendant l'arrêt maladie. On a déjà fait des webinaires sur le sujet, sauf que voilà, il y a toujours des petites évolutions, des points de précision qui sont apportés par l'administration ou par les avocats et tout ça. Donc, je fais les webinaires en fonction aussi de l'évolution des informations pour que vous restiez au courant et le plus à jour possible. Donc pour qui c'est la première fois, écoutez, bienvenue. Pour ceux que j'ai l'habitude de revoir, merci de nous suivre. N'hésitez pas à intervenir en posant vos questions via la capsule de chat, puisque le webinaire est enregistré pour être ensuite rediffusé sur notre chaîne et sur notre site. Donc, il y a, par souci de confidentialité et de droit à l'image, vous n'apparaissez pas et votre micro n'est pas activé. Donc, vous pouvez interagir avec moi via la capsule de chat en me posant vos questions. Si jamais à un moment donné, c'est plus clair pour vous de prendre la parole, à ce moment-là, vous me le dites et j'active uniquement votre micro. Voilà. Et puis, je me permets du coup de vous rappeler, pendant que les derniers participants se connectent, notre webinaire concernant l'actualité sociale qui aura lieu la semaine prochaine, donc le mercredi 26. N'hésitez pas aussi à vous inscrire pour nous suivre. C'est toute l'évolution des dernières jurisprudences, les points de rappel des dernières réformes qui ont eu lieu donc ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Et il y a aussi notre permanence pour l'assistance aux élus du CSE. Si vous avez des questions plus confidentielles, plus individuelles, que vous voulez qu'on traite en face à face, comme une consultation en fait. Donc n'hésitez pas à prendre votre créneau en ligne pour que ensuite on fasse donc un accompagnement plus personnalisé et surtout individualisé. Nous allons commencer notre petit webinaire, ça fera venir les derniers inscrits. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Pareil, n'hésitez pas à me le dire via la capsule de chat si jamais ça n'est pas le cas. Alors, je resitue. Avant notre fameuse réforme qui est entrée en vigueur en 2020, enfin, cette année, en 2024, nous avions pour habitude en France, on va dire, de ne pas faire acquérir de jours de congés payés pendant un arrêt maladie non pro, sauf disposition conventionnelle plus favorable. Et quand on était en arrêt maladie pour accident du travail ou maladie professionnelle, on continuait d'acquérir des congés payés pendant 1 an et puis après c'était suspendu. On était en défaut avec une norme européenne, donc une norme supérieure à la norme française. Et la jurisprudence du mois de septembre 2023 est venue dire nous, juges, on décide à partir de maintenant d'appliquer la norme européenne, ce qui a poussé le législateur à devoir codifier la norme européenne qu'il n'avait jamais transposée jusqu'à présent. Donc, on s'est retrouvé avec cette fameuse réforme qui nous dit désormais qu'un salarié en arrêt maladie de droit commun, c'est-à-dire un arrêt maladie classique, désormais allait acquérir 2 jours ouvrables par mois de congés payés, même quand il est en arrêt maladie, du coup, dans la limite de 4 semaines, soit 24 jours, avec les règles d'équivalence qu'on verra tout à l'heure, s'il est absent toute l'année. C'est-à-dire qu'un salarié en arrêt maladie toute une année civile va pouvoir continuer d'acquérir chaque mois 2 jours ouvrables par mois dans la limite de 4 semaines, c'est-à-dire que sur une année, il ne pourra pas acquérir plus de 24 jours de congés payés. Par contre, quelqu'un qui est en accident du travail ou maladie professionnelle, lui, va continuer d'acquérir 2 jours et demi ouvrables par mois, sans limite. Donc, on a ce distinguo-là qui est fait. Pour autant, aucun salarié maintenant en arrêt maladie ne perd ou n'acquiert plus de droit à congé. Vérifiez vos dispositions conventionnelles, c'est-à-dire les articles de votre convention collective qui parlent éventuellement des congés payés. Il peut y avoir encore des mesures plus favorables. Si ce sont des mesures plus favorables, elles viendront s'appliquer. Qu'en est-il en cas de report? La loi a précisé qu'il y avait un délai de report de 15 mois
pour que le salarié donc, puisse prendre les fameux jours qu'il a acquis au titre de sa maladie quand il revient de congé. Le point de départ du report est différent selon la durée de la maladie. Ça va dépendre si on dépasse la période de référence pour prendre les congés ou pas. Ça dépend, voilà, à quel moment le salarié en arrêt maladie va reprendre son travail. Quoi qu'il en soit, il y a une information de l'employeur au retour du salarié, quel que soit le moment, qui est obligatoire dans le délai d'un mois. C'est-à-dire que le salarié rentre d'arrêt maladie, l'employeur doit absolument l'informer dans le délai d'un mois du nombre de jours de congés payés qui est reporté et de la date butoir pour prendre ses congés. À minima, il doit y avoir cette information-là dans le mois qui suit le retour du salarié. Il y a des délais de prescription. Donc, pour les salariés en poste, on parle de forclusion. C'est-à-dire qu'on a jusqu'au mois d'avril 2026, vu que la loi a été promulguée en avril 2024, et plus exactement le 24. Donc, toutes les personnes qui sont en poste et qui sont en arrêt maladie ont le droit de réclamer les congés payés acquis, moyennant le respect d'un délai de forclusion de 2 ans, c'est-à-dire qu'ils pourront agir du coup jusqu'au 24 avril 2026. Pour les anciens salariés, ceux qui sont sortis de l'entreprise avant la promulgation de la loi, on ne parle pas de forclusion, mais de prescription. Et là, la prescription, c'est la prescription classique de 3 ans à compter de la rupture du contrat de travail. Donc, il faut vérifier les droits réclamés ou les droits à réclamer au regard des limites qui sont prévues par la loi. Les règles de plafond et les règles de report. Attention, ce n'est pas la même chose. Les salariés en poste ont 2 ans pour agir. Les anciens salariés qui sont sortis donc au moment où la loi a été promulguée ont une prescription de 3 ans à compter de la date de la rupture de leur contrat de travail. Donc, pour faire valoir leurs droits à une éventuelle régularisation. Concernant l'indemnité maintenant de congés payés, c'est-à-dire que l'indemnité de congés payés, c'est dans le cas où on ne prendrait pas ces congés payés parce qu'entre-temps, il y a eu une rupture conventionnelle, une démission, un licenciement ou autre. À ce moment-là, l'indemnité de congés payés se calcule toujours de la même façon si on est en accident du travail ou maladie professionnelle, c'est-à-dire qu'on va avoir soit la règle du 10e, soit la règle du maintien, et on prendra celle qui est la plus favorable. Par contre, pour les périodes de maladie non professionnelles, pour le calcul du 10e, on va prendre en compte la rémunération du salarié, toujours pareil, mais que dans la limite de 80% de son brut. Ça, c'est la particularité, c'est ce qui va changer dans la règle de calcul quand on va calculer l'indemnité de congé payé, c'est que dans tous les cas, on va toujours faire la règle entre le 10e et le maintien de salaire. On va toujours prendre la règle la plus favorable, sauf que quand on est dans le cadre d'une période de maladie non pro, on va, pour la règle du 10e, ne prendre que la rémunération dans la limite de 80% du brut. Donc, il faudra bien vérifier le calcul de l'assiette de l'indemnité des congés payés. Souvent, c'est les cabinets comptables ou les comptables à l'intérieur de l'entreprise qui s'en occupent. Donc, je rappelle que tout salarié bénéficie d'au moins 5 semaines de congés payés pour une année complète de travail. En règle d'équivalence, ça revient à 30 jours ouvrables par an ou alors 25 jours ouvrés. Tout dépend comment c'est calculé dans votre entreprise. Si votre salarié a acquis l'intégralité de ses congés annuels, il doit prendre ses congés en 2 fois, c'est-à-dire qu'au moins une fois pendant le congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre, on va avoir une durée minimum de prise en une seule fois de 2 semaines, soit de 10 jours ouvrables, soit 10 jours ouvrés en règle d'équivalence. Et on a une durée maximum de prise en une seule fois de 4 semaines, soit 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés. La seconde période de prise de congé, c'est pour tous les jours qui sont au-delà de ces fameux 24 jours ouvrables et qui ne peut pas être accolé au congé principal. Attention, du coup, ça veut dire que le salarié, normalement, ne peut pas prendre 5 semaines de congés payés de façon consécutive. Il doit y avoir le congé qui doit être pris en une seule fois de manière continue lorsqu'il est de 12 jours ouvrables et ensuite
une autre période pour qu'il y ait la prise des autres jours de congé. Il existe des dérogations individuelles, soit dans les conventions collectives, soit en fonction donc d'une situation particulière du salarié. Là, je resitue un peu les règles de droit à congé, parce que quand vous allez être en arrêt maladie, que ce soit accident du travail, maladie professionnelle, on sait qu'il y a une information à donner. Cette information doit se faire par tout moyen, par le chef d'entreprise. Et du coup, on va se poser la question de comment on calcule les congés et quand on peut les prendre et comment on peut les prendre. Du coup, ça va dépendre du nombre de jours dont le salarié dispose et aussi de la période pour prendre les congés. Concernant le nombre de jours, on voit comment les calculer en fonction des congés payés qui sont acquis pendant l'arrêt maladie. Soit c'est un arrêt maladie pour accident du travail, maladie professionnelle, et dans ce cas-là, comme je vous disais, c'est 2 jours et demi ouvrables par mois. Soit c'est un arrêt maladie non pro, et dans ce cas-là, on est sur de l'acquisition à hauteur de 2 jours ouvrables par mois. Et le solde des congés payés acquis avant l'arrêt maladie continue, se cumule avec les congés acquis pendant la maladie. Pour les congés payés acquis avant l'arrêt de travail et qui n'a pas été pris du fait de la maladie, là, on a un délai de report de 15 mois à partir du jour de l'information par l'employeur du nombre de congés dont dispose le salarié et de la période de prise pour prendre ces fameux congés. Concernant justement cette période pour prendre les congés, comment on le calcule? Soit on a un arrêt de travail de moins d'un an à la fin de la période d'acquisition des congés payés, c'est-à-dire la période du 1er juin au 31 mai de chaque année. Dans ce cas-là, on a un délai de report de 15 mois à partir du jour de l'information par l'employeur, cette fameuse information obligatoire. Quand on a un arrêt de travail, par contre, de plus d'un an, d'un an ou plus d'un an, à la fin de la période d'acquisition des congés payés, là, le délai de report de 15 mois se fait à compter de la fin de la période d'acquisition des congés payés. Si le salarié revient après l'expiration de la période d'acquisition des congés payés, à ce moment-là, les congés payés acquis précédemment sont perdus. Si le salarié revient avant l'expiration de la période d'acquisition, à ce moment-là, il a 15 mois à partir du jour de l'information de l'employeur pour prendre les congés payés acquis. Un accord de branche, un accord d'entreprise peut fixer une période de report plus longue. Donc, il faudra veiller dans vos conventions collectives à vérifier qu'il n'y ait pas eu de négociation qui permettrait d'avoir un délai plus long, ou alors au sein de chaque entreprise, il peut y avoir un accord d'entreprise qui est négocié pour prévoir une période plus longue. Alors, je commence à répondre et ensuite je continue les petites explications. Je vois que nous avons déjà des questions. Hop. Un arrêt maladie pro. Le salarié peut demander la totalité de ses congés depuis 2009 où il ne peut que réclamer les 24 par année. Alors, d'origine professionnelle, on va acquérir 2 jours et demi par mois, soit 30 jours ouvrables ou alors 25 jours ouvrés. Donc déjà, on n'est pas sur la limite des 24 quand on est sur un arrêt maladie d'origine professionnelle. Cette fameuse question de 2009, c'était justement avant que la loi vienne donner la limite sur le délai de prescription et sur le délai de forclusion. Comme la norme au niveau européen a été promulguée en 2009, effectivement, on pouvait demander la régularisation jusqu'à 2009, donc pour toutes les périodes d'arrêt maladie qui ont eu lieu entre 2009 et ce jour. À l'heure d'aujourd'hui, comme on a ce fameux délai de prescription de 3 ans et le délai de forclusion de 2 ans, on est plus limité. On n'a pas encore de retour ou de recul depuis la promulgation de la loi pour savoir comment remonter éventuellement sur 2009 ou pas. À l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, le texte est clair, sauf disposition conventionnelle plus favorable, on doit appliquer le délai de prescription de 3 ans pour les salariés qui seraient sortis de l'entreprise au moment où ils veulent faire valoir leurs droits, ou alors le délai de forclusion de 2 ans pour les salariés qui seraient encore en poste. Donc, j'espère que j'ai été suffisamment claire à ce niveau-là.
Si vous avez d'autres questions, voilà encore, n'hésitez pas. Une autre mesure importante concernant les règles d'équivalence dont je vous parlais tout à l'heure. On dit 2 jours et demi ouvrables par mois ou 2 jours ouvrés par mois aussi. Si jamais en fonction de la durée de l'arrêt maladie, on va pas forcément acquérir sur l'année le même nombre de congés payés. Donc, à la fin de la période d'acquisition, il convient de vérifier les droits du salarié selon les périodes effectivement travaillées et celles assimilées. Et donc, on va appliquer effectivement des règles d'équivalence et la règle de l'arrondi si nécessaire. Je m'explique. En fait, tout salarié qui aurait été en maladie non professionnelle et qui aurait 1 mois d'absence sur la période d'acquisition, il va quand même continuer d'acquérir 30 jours ouvrables de congés payés. Parce que par règle d'équivalence, comme on est à 2 jours et demi ouvrables par mois, soit 24 jours, quand on ramène ça sur l'année, on pourrait être absent jusqu'à 1 mois par an en continuant malgré tout d'acquérir la totalité de nos congés payés. Et puis, ça va commencer ensuite à être dégressif. On va avoir avec nos règles d'équivalence, quand on est en maladie non professionnelle, qu'on a de 2 à 3 mois d'absence, là, on va avoir une acquisition à hauteur de 29 jours ouvrables. Quand on va être en absence pour maladie non professionnelle à hauteur de 4 à 5 mois d'absence, on va être à 28 jours ouvrables d'acquisition de jours de congés payés. Et ainsi de suite. Si on était absent toute l'année, donc 12 mois d'absence sur la période d'acquisition, à ce moment-là, on serait limité à une acquisition de congés payés de 24 jours ouvrables. Par contre, en accident du travail ou en maladie professionnelle, on continue d'acquérir la totalité. Je vous prends un exemple qui va peut-être être un peu plus concret pour vous concernant les reports. Selon que le salarié est absent depuis au moins 1 an ou moins d'1 an. Hypothèse numéro 1, le salarié est absent depuis au moins 1 an à l'expiration de la période d'acquisition des congés payés. Du coup, les congés payés qui sont acquis sont automatiquement reportés de 15 mois à compter de cette date. Le salarié reprend son travail. S'il reprend son travail avant l'expiration du délai de 15 mois, l'employeur doit informer le salarié du nombre de jours de congés payés et de la date butoir de prise pour que le salarié puisse prendre donc ses congés. Si le salarié, par contre, reprend son travail après l'expiration du délai de 15 mois, les congés payés qui sont reportés sont perdus. Attention, les congés payés acquis pendant la période sont à leur tour, eux, par contre, reportés. Et donc, à ce moment-là, l'employeur doit informer le salarié, toujours de la même façon, du nombre de jours de congés payés acquis et de la date butoir pour les prendre. Il peut y avoir, quoi qu'il en soit, un accord d'entreprise qui peut fixer des modalités de prise de congés payés plus favorables que les dispositions légales. Si, hypothèse numéro 2, le salarié est absent moins d'1 an pendant la période d'acquisition des congés payés. Le salarié reprend son travail. Avant l'expiration de la période de la prise des congés payés, s'il lui reste des congés payés à prendre sur cette période, l'employeur peut les lui faire prendre. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de report, mais c'est un simple décalage. Attention, il faut veiller au respect des règles relatives en matière de fixation des congés payés, l'ordre des départs en congé et tout ça. Ça, c'est l'employeur qui va le gérer. Si le salarié reprend son travail avant l'expiration de la période de prise des congés payés, qu'il lui reste des congés payés à prendre et que l'employeur ne peut pas les lui faire prendre, à ce moment-là, on va appliquer le report des congés payés dans la limite de 15 mois. Et là, à compter de l'information du salarié par l'employeur, du nombre de jours de congés payés et de la date butoir pour les prendre. Toujours dans notre cas où le salarié est absent moins d'1 an pendant la période d'acquisition, le salarié reprend son travail. Il reprend son travail après l'expiration de la période de prise des congés payés,
À ce moment-là, on a du coup le report des congés payés dans la limite de 15 mois à compter de l'information du salarié par l'employeur. Encore une fois, il peut aussi y avoir des mesures plus favorables qui seront prises par les conventions collectives pour essayer donc de favoriser davantage les salariés ou de prévoir une limite de report plus importante. Hop, je vous laisse me poser vos questions si vous en avez encore. Alors, un salarié en arrêt maladie depuis 4 ans doit faire la demande déjà maintenant, en sachant qu'elle va rester encore en arrêt maladie assez longtemps. Elle peut faire la demande à n'importe quel moment. Elle a tout intérêt à faire sa demande au plus vite pour déjà qu'il y ait une régularisation et qu'il y ait une position de la part de l'employeur pour éventuellement ensuite saisir les prud'hommes pour faire appliquer sa règle. Il n'y a pas forcément besoin d'attendre la fin de l'arrêt maladie pour faire sa demande. Elle peut déjà demander la régularisation sur la période en cours de maladie en précisant à l'employeur que à partir de maintenant, elle n'a plus besoin de demander de régularisation parce que c'est censé s'appliquer automatiquement. Petite particularité du coup avec cette réforme, quid d'un salarié malade pendant 3 ans qui ne revient, enfin, le fait qu'un salarié, pardon, je me suis mal exprimée. Le fait qu'un salarié malade pendant 3 ans, ça ne va pas faire qu'on va avoir un cumul au niveau du compteur. Un salarié malade pendant 3 ans ne reviendra pas avec un compteur de 12 semaines ou de 72 jours par règle d'équivalence, 2 jours de congés payés qui va être soldé à son retour. Attention, comme il y a un délai de report de 15 mois qui est mis en place par la réforme, du coup, ça prévoit une particularité qui fait que le salarié soit en arrêt maladie ou non, en principe, le délai de report, il est de 15 mois, qui va débuter soit à la reprise du salarié et à compter de l'information pour l'employeur. Par contre, par exception, on prévoit un point de départ différent dans une hypothèse bien précise qui est lorsque le contrat de travail est suspendu depuis au moins 1 an en raison de l'arrêt maladie ou de l'accident du travail. Ça, c'est ce que je vous ai précisé dans les autres exemples. Donc attention, puisque quand on est en arrêt maladie longue durée, on a toujours ce fameux report qui se met quand même en place. Donc on a une partie des congés payés qui seront perdus automatiquement. Dans la pratique, cela revient à ce que la période de report, du coup, va commencer à compter à partir de la fin de la période d'acquisition, donc y compris si le salarié n'a pas repris le travail et y compris si l'employeur n'a pas informé le salarié de ses droits. Pour les salariés qui sont en arrêt maladie longue durée, les droits sont donc perdus à l'issue d'un délai de 15 mois à compter donc de la fin de la période d'acquisition. Pour les entreprises dont la période d'acquisition correspond à la période légale, comme je vous disais tout à l'heure, celle du 1er juin au 31 mai, cela signifie qu'un salarié absent sur toute l'année de référence 2024-2025, par exemple, aura jusqu'au 31 août 2026 pour prendre ses congés payés. Après, sinon, ils sont perdus. Donc, s'il est en arrêt maladie pendant toute cette période-là, il peut les perdre. Donc, avec la nouvelle règle de report, un salarié ne pourra pas cumuler pendant plusieurs années des congés payés de façon illimitée. Là, je viens bien le préciser. Donc, il faut faire attention à toutes ces règles-là, selon qu'on est en arrêt maladie de droit commun ou pas, selon la durée de l'arrêt maladie, selon la date à laquelle l'employeur va informer le salarié, et aussi si dans votre entreprise, vous avez négocié ou vous allez négocier un accord d'entreprise, ou si au niveau de votre branche, c'est-à-dire au niveau de votre convention collective, il est prévu une négociation aussi. Donc, il faut encore veiller à tout ça. Et n'hésitez pas d'ores et déjà à consulter le comptable de votre entreprise, à regarder vos fiches de paye ou les annexes à votre fiche de paye pour savoir ce qu'il en est au niveau de ce compteur-là, puisque l'employeur a l'obligation par tout moyen
de vous informer sur votre compteur de congés payés à prendre. Il n'est pas obligé de le mettre directement sur la fiche de paye, ça peut être une annexe à la fiche de paye. Voilà, donc il faut vraiment vérifier à tout ça. Et dans le cas où vous auriez un doute, n'hésitez pas à contacter nos experts. Hein. Là, on est vraiment sur la période, les premières semaines d'application de cette réforme. C'est normal que tout ne soit pas encore complètement mis à plat. Donc, n'hésitez pas à être accompagné, à vous faire accompagner et à aussi diffuser les informations autour de vous pour éviter des contentieux là où il n'y aurait pas lieu et au contraire, pour ne pas louper une demande si elle était légitime. Je vous laisse me poser vos dernières questions si vous en avez concernant cette fameuse réforme. N'hésitez pas à revoir par la suite notre webinaire si vous avez besoin d'une piqûre de rappel, s'il y a quelque chose dont vous ne vous souvenez plus. Et n'hésitez pas aussi à nous contacter en dehors pour toute question, pour tout accompagnement dont vous pourriez bénéficier. Je vous remercie en tout cas pour votre participation et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite.